Hey, salut, c'est Alex du podcast Du bruit à mes oreilles, du crime à mes oreilles. C'est pour te dire que cette semaine, on a un commanditaire sur le podcast. L'épisode est une présentation du courtier immobilier Mathieu Grenier, mon cher courtier à moi. Euh, meilleur gars, meilleur courtier. Il fait partie de l'équipe CGA. Si tu veux vendre ou acheter une maison, je te le dis, faut que tu passes par lui. Il sait cibler tes besoins, il sait reconnaître les besoins de son client. Si jamais tu veux le rejoindre, son cellulaire, c'est le 514-791-2612. Au bureau, c'est le 450-464-1000. Et vous pouvez aussi le rejoindre par courriel à info.votrecourtier@gmail.com. Les bureaux sont au 170 rue Serge Pépin à Belleuil. Pour de vrai, si vous voulez faire affaire avec une équipe de feu, allez voir l'équipe CGA. Essayez de pogner Mathieu parce que c'est le meilleur de l'équipe. Moi, je vous le dis. Puis, c'est ça. Allez toutes vous acheter des maisons avec Mathieu. Yes! Bon épisode, tout le monde. Last December, heavy metal band Damage Plan took the stage at the El Rosa Villa. During their first set, Toutes les télévisions et les chaînes de radio américaines ont interrompu leur programme pour annoncer la mort de John Lennon. La nouvelle s'est répandue comme une traînée de poudre dans les rues de New York. Tupac Shakur dead in Las Vegas, ironically, on this Friday, the 13th. Alright. Bonjour tout le monde. Bienvenue au podcast du crime à mes oreilles. T'as vraiment que je suis content de dire ça. Ça fait longtemps que je l'ai pas dit. On a eu du retard. J'ai été malade. La petite a été malade. Les épisodes de Noël. Et là, on vous en aura juste un là, direct là, puis il sort tout de suite après. Puis, avec moi dans le studio, on a le fucking stagiaire de merde. Yes, ça va. Ça va, toi? Ah oui. Yes. Puis on a aussi avec nous Papy Joe. Comment ça va, Papy Joe? Correct. T'es en deuil? Non. Non. Quoi? C'est quoi ça, ce sentiment-là? Ça sert à quoi? As-tu passé une belle semaine? Non. Non? Alright, t'es resté chez vous. Ben, ouais, j'ai resté chez nous, puis lundi, ben, j'ai eu 39 ans. Ah, bonne fête, Papy Joe. T'es quoi, t'es heureux que je me rapproche de ma propre mort? Ouais. T'as hâte de te débarrasser de moi? Non. Non, ça, non. T'es mieux. Toi, stagiaire, passé une belle semaine? Ouais, mais Ouais. c'était pas ma fête, fait que... Ouais. Malade! C'est ça, je te dis, quand c'est ta fête, c'est juste comme un vieillissement corporel. Fait que tu décrépis, puis tu te regardes dans le miroir le matin, puis tu dis, câlisse, pourquoi je me suis levé? Aïe, aïe. Faut que je me dépêche, je vais être en retard sur le divan. C'est le divan. C'est dur, la vie de chômeur. Ah, parle-moi-en pas. Quand tu penses que tu vas relaxer, tu fais tout le contraire de ça. C'est pas cool. C'est pas cool, le chômage. Le travail t'occupe et te donne une raison de pas faire autre chose. Merci, le capitalisme. Yes, Papy Joe. Partie 2. Partie... Ouais, c'est la partie 2, ouais. Techniquement, ouais. C'est vrai. Parce que j'ai parlé du satanisme avec Slayer, fait que ça, c'était pas vraiment la partie 2, là. Fait que oui, là, on rentre, en fin de compte, dans le plaisir des années 70 et toute leur folerie. Tu te rappelles des années 70? C'était malade. C'était fou, hein? Oui. Chris, avec plein de hippies crottés puis de l'acide dans le front, c'était écœurant. Mais avant de commencer par les années 70, je vais parler de deux personnages un peu fascinants qui ont influencé un peu, je te dis, encore aujourd'hui sûrement la musique métal, mais tu sais, on a commencé à en entendre parler où leur boom est arrivé dans les années 70. On va commencer par un certain Francis Dashwood. Tu connais Francis Dashwood? Non. Ben, tu vas apprendre à le connaître à partir de maintenant. Né en décembre 1708 et décédé le 11 décembre 1781, est un homme politique anglais, chancelier de l'échiquier de 1762 à 1763 et fondateur du Hellfire Club, connu pour sa vie débauchée et ses extravagances. Il est né à Great Marlborough Street, Londres, en décembre 1708
Il est le fils unique de Sir Francis Dashwood, premier baronnet, lui-même décédé en 1724, et de sa deuxième épouse, Marie Fille-aînée de Verfan, quatrième comte de Westmoreland. C'est le fun, hein? Tous les gros titres importants. Moi, j'aime ça, la monarchie. Ah! On se donne des titres pour avoir l'air important. Il fait ses études au collège d'Eton où il devient associé à William Pitt l'Ancien. Parce que oui, c'était vraiment William Pitt l'Ancien à l'époque. Je ne sais pas pourquoi. À la mort de son père le 4 novembre 1724, Dashwood, âgé de 15 ans seulement, hérite des domaines de son père et du titre de baronnet de Dashwood de West Whitcomb. Il fait plusieurs voyages, ce qui lui permet d'agrandir ses contacts pour son avenir politique. Il fait d'autres trucs ordinaires de politiciens dont je me calisse. Allons au croquant. dont je me calisse. Hey, c'était plate, là. C'était genre comme le Parti libéral qui fait des soupers, genre. C'était violent. Il y avait de la haine. Ah, ouais. Alors, à l'époque, il est trop jeune pour avoir été membre du tout premier Hellfire Club fondé par Philip Wharton en 1719 et dissous en 1721. Vers 1755, Dashwood fonda le célèbre Hellfire Club. Là, la différence entre le Hellfire Club de 1719 et 1721 et le Hellfire Club de 1755, c'est un trait d'union entre Hell et Fire. C'est ça. Et l'autre terme qu'ils se sont donnés, parce que ça a l'air que ça paraît pas bien s'appeler le Hellfire Club, c'est plutôt les moines de l'abbé de Midmenham. Il a été loué, et l'abbé de Midmenham a été loué par Dashwood, son demi-frère Sir John Dashwood King, son cousin Sir Thomas Stapleton et Paul Whitehead, John Wickle et d'autres au nombre de 12 qui ont souvent recouru pendant l'été. Ils l'ont fait reconstruire par l'architecte Nicholas Rivet dans le style du renouveau gothique du 18e siècle. On pense que Hogarth a peut-être exécuté des peintures murales pour ce bâtiment. Aucun, cependant, ne survit. Je ne sais pas c'est qui Hogarth. Ça a l'air un peintre important de l'époque, mais ça va l'air, là, qu'est-ce qu'il a fait. Au-dessus de la grande entrée était placé un vitrail, la célèbre inscription sur l'abbé de Rabelais de Telemann. Et j'essaie de le prononcer parce que j'ai pas compris si c'était du latin ou du français botché de l'époque, mais c'est marqué « Fais ce que voudra ». Mais le « fait », c'est F-A-Y. Fait que je sais pas si c'est dans les termes. Les moines, entre guillemets, étaient appelés franciscains du nom chrétien de Dashwood, et ils s'amusaient avec des parodies obscènes de rites franciscains et avec des orgies d'ivresse et de débauche que même John Halmon, lui-même pas prude, a hésité à décrire. Fait qu'on ne saura pas ce qu'il faisait. Dashwood, le plus profane de cet équipage blasphématoire, agissait comme une sorte de grand prêtre et utilisait une coupe de communion pour verser des libations. Chris, t'es en forme à soir. Ça paraît que ça fait longtemps qu'il est pas venu enregistrer. Hein? C'est ça que je fais, non? Je trouve que t'es en forme. Là. T'as l'air plus joyeux que d'habitude, Papy Joe. C'est ça qui se passe, là. C'est bizarre. La mortalité, ça me rend heureux. Fait que, verser des libations, est-ce que vous savez qu'est-ce que ça veut dire, le terme libation? Non. C'est action de répandre un liquide en offrande à une divinité lors d'un sacrifice. Okay. Je trouvais ça important de souligner ça. Évidemment, les libations étaient dédiées aux divinités païennes. Il n'avait même pas l'excuse d'une relative jeunesse pour pallier à sa conduite. Il approchait la cinquantaine et donc 10 ans de plus que Thomas Potter Calmont, décrit comme le pire de la Syrie et le corrupteur de Wickle. Il avait près de 20 ans de plus que Wickle et 2 ans de plus que le vieux Paul. C'est Whitehead, le vieux Paul. Qui a agi en tant que secrétaire et intendant de l'ordre de la mauvaise renommée et a été marqué par Charles Churchill comme une honte pour la virilité. Churchill, il était pas content de Dashwood. Non? Mais c'est pas grave.
Parce que là, on passe à mon préféré, à mon coup de cœur. Ton coup de cœur. À mon coup de cœur, oui, parce que cet homme, je l'admire. Je sais pas si c'est bon, ça. Comment? J'ai quand même une page et demie sur lui, là, ça va. Ah non, peut-être 2. C'est important, parce que vous allez m'entendre souvent parler de ce personnage, de son petit nom complet, Edward Alexander Crowley. Ok. Aucune idée c'est qui. Est né le 12 octobre 1875 à Royal Leamington Spa, dans le Warwickshire, et mort le 1er décembre 1947 à Ashton. Dit Aleister Crowley, il est également connu comme Maître Therion, Frater Perturabo, The Great Beast 666 ou l'homme le plus malsain du monde. C'est un écrivain, poète, occultiste, franc-maçon, tarologue et astrologue britannique. Hey Joe, recule-toi juste un petit peu. Je vais peut-être reculer mon micro à la place. Je m'excuse. Désolé. Crowley est l'héritier unique d'un riche brasseur à la retraite, propriétaire des brasseries Crowley Ales. Et donc... T'exagères, là. Mais tu parles au-dessus de ton micro. Ah, ok. Fait que là, ça va être mieux. Ça va être mieux. Alors, j'étais rendu. Crowley, l'héritier unique d'un riche brasseur à la retraite, propriétaire des brasseries Crowley Ales. Et de son épouse, Emily Bertha Bishop. Il vit ses premières années dans le confort matériel et développe aussi très tôt un complexe de supériorité intellectuelle et spirituelle. Ça apporte toujours bon signe. Hein? Moi, c'est clair, là. Je veux dire, il peut pas être une mauvaise personne. Un érudit, là. Ah oui. L'important, c'est que tu aies l'air intelligent devant les autres. Puis si les autres te trouvent stupide, t'as juste à dire que c'est eux autres qui sont stupides de pas comprendre ton intelligence. Fait du sens. Ça fait du sens, Ça fait du sens en crise. Voyons, c'est une gang de cave. Ouais. Le gros bon sens! Par ailleurs, la famille est membre du groupe religieux protestant fondamentaliste des frères de Plymouth. Après le décès de son père, Edward Crowley rejette cet héritage religieux. Sa mère commence à lui donner alors le surnom qu'il s'appropriera ensuite, The Beast, en référence à la bête de l'Apocalypse de Saint Jean. Il est confié à la garde de son oncle maternel, Tom Bond Bishop, d'apparence philanthrope mais cruel avec son neveu. Son oncle est un pêcheur fanatique et il oblige Edward Crowley à apprendre la Bible par cœur. Edward... Oui, Une belle activité. tu sais, à l'époque, tu t'amusais avec ce que tu pouvais. Ça là. rappelle des belles affaires aux stagiaires. C'est ça qui est hot. T'as appris la Bible par cœur? Ben, pas au complet. Là. Pas complet. J'en ai un bon mais- bout. Là. Pour de vrai? Ben non, mais j'ai des bouts. Là. Ben, mettons, si tu me dis de quoi, je peux sûrement te sortir un verset biblique associé à ça. Souvent. Pour de vrai? Ben, ouais. Mais pas là avec les micros pis tout, là. Je suis stressé, je serais pas capable. Mais souvent, je suis capable. Fait que si je te dis genre entourer un petit chat de cellophane, Oh, Chris, ça, c'est genre Matthieu 32, 11. Là. T'es relais. ok. Faut que je le- Bro, c'est des mystères de la foi, là. Je vais pas tout te donner réponse. Moi, des fois, je te regarde aller, puis ton foie, il me pose des mystères. Ouais. Pour survivre. Mais là, on fait les années 70. Non, on est pas encore là. Parce Ça, que là, il est mort en 49. Ouais, là, c'est 1875. Attends, Ouais. il est pas rendu encore. Ouais, c'est ça. Ça, c'est comme les personnes qui ont influencé. Ok, mais là, je me demandais pourquoi il était mort en 49. J'étais comme, tu essaies de m'arnaquer. Laisse-moi faire. Ben, c'est 18 ans. Je vais penser au show dans le Céphalophone, je te reviens avec ça. Ouais, c'est bon. Edward Crowley suit les cours d'abord de Malvern College en 1891 et 1892, puis de Tonbridge School en 1892. Et il ne s'y sentit jamais à l'aise. En 1895, il entre au Trinity College Cambridge, où il commence à étudier les sciences naturelles. Il est cependant plus doué dans des disciplines annexes, échecs, alpinisme. Je ne sais pas c'est quoi le lien entre les deux, mais chacun ses plaisirs personnels. Il semblerait que ce soit alors que, intéressé par la poésie, il décide de changer de nom et s'inspirant du poème d'Alastor, or The Spirit of Solitude, de Shelley, adopte le prénom Aleister, réinterprétation gaélique d'Alastor, pour s'inscrire dans la vogue du renouveau celtique que connaît cette époque de Grande-Bretagne.
Le choix du prénom Aleister a également été choisi pour une raison numérique et symbolique, car il faut savoir que dans la Kabbale anglaise, hébraïque et grecque, l'addition des lettres composant Aleister Crowley donne le nombre de la bête. Et quel est le nombre de la bête? 666. C'est fou. The number of the beast, sacrifice the one for you and me. Tu fais honneur à ton gilet. Ah oui, c'est vrai. T'es pas dans le même album, ça fait la job. Alors qu'il est étudiant, il hérite de la fortune paternelle et il commence à la dilapider. Il fait ainsi publier dès 1892 une édition de luxe de ses propres poèmes Alcédama. Alors marqué par l'influence de Gerald Cayley, le poème White Stain révèle ses penchants bisexuels. Son premier amant est l'acteur transformiste Jérôme Polite. La relation empreinte de méfiance des deux côtés se termine en 1898. Quand même, bisexuel en 1898, c'est intense. Aleister Il y Crowley... en avait beaucoup, je pense. Ouais, mais... chut. Avant, c'était tous des hommes hétéros, ça n'existait pas. C'était tous des vieux monsieur ou des vieilles madames qui étaient bien tout seuls. Aleister Crowley quitte Cambridge avant d'avoir passé son diplôme. C'est un esti de décrocheur. En 1897, une vision lui montre que toutes les œuvres humaines, hormis la magie, sont éphémères. Il se consacre alors à l'étude des textes ésotériques et cherche un magicien pour l'initier. Il est admis en novembre 1898 au sein de l'ordre hermétique de l'Aube dorée, ou en anglais The Golden Dawn, une société secrète d'études et d'enseignement des sciences occultes fondée en 1888. Pour ses travaux ésotériques, il adopte le nom Perdurabo, ce qui signifie en français « j'endurerai ». William Butler Yeats le croit fou, mais il est remarqué par un autre membre de la Golden Dawn, l'un de ses fondateurs, Samuel Liddell MacGregor Mather. Ah, c'est long comme nom. MacGregor Mather a mis au point un rituel pour invoquer son ange gardien. Dans ce but, Aleister Crowley s'enferme à Bullskin House, sa résidence du bord du Loch Ness en Écosse. Déçu par les dissensions au sein de la Golden Dawn et rejeté par de nombreux membres de la société que sa vie sexuelle choque, Crowley s'en éloigne peu à peu et s'intéresse aux travaux du magicien John Dee et de son médium Edward Kelly dont il pense être la réincarnation. Pour franchir seul les étapes initiatiques de la Golden Dawn, il s'initie au Hatha Yoga dont il affirme être l'un des premiers occidentaux à recevoir l'enseignement complet par un grand maître. Il séjourne souvent en Orient et en Asie, s'intéresse aux traditions religieuses orientales comme le bouddhisme, le taoïsme et part en voyage en Asie. Parfait. En 1900, Aleister Crowley est au Mexique où il affirme avoir été initié franc-maçon et où il rencontre l'alpiniste Oscar Exkensten qui l'entraîne sur les sommets mexicains. L'initiant aux méthodes de concentration et de visualisation, en 1902, ils entreprennent ensemble la première tentative d'ascension du K2, la deuxième plus haute montagne du monde, située à la frontière entre la Chine et le Pakistan. Après plus d'1 mois passé sur place, la tentative fut un échec. Les Hunza gardèrent de lui un souvenir d'un Occident humain qui les considérait comme ses égaux. Fait que c'est quand même, tu sais, un gars qui était égocentrique pensait que les Hunza, qui en fin de compte, comme les... Il était inclusif. C'est ça, c'est comme les Sherpas qui t'aident à monter. Là. Il y aurait du monde qui aurait dû s'inspirer plus de ce côté-là de lui. Il y a des meilleurs côtés encore, ça continue. En 1903, à Paris, il se lie à Auguste Rodin qui l'invite dans son atelier de Meudon et lui demande d'écrire des poèmes sur ses sculptures. Ce sera le recueil de 42 poèmes Rodin in Rhyme, publié par l'auteur en 1907. Il épouse ensuite Rose Edith Skerrett, la sœur de Gerald Kelly, qui est veuve, au Caire en avril 1904. Pendant leur voyage de noces en Égypte,
Rose entre en transe et annonce à Crowley qu'il doit se préparer à recevoir une communication surnaturelle. L'année suivante, Rose accouche à Boleskine House d'une fille. En mai 1905, Crowley conduit une désastreuse expédition himalayenne au Kanchakjunga. Au quoi? Au quoi? Au quoi? Kanchenjunga. Vous allez le clipper puis on va rire de lui pendant des mois. Comme Non. moi, quand j'ai fait mon épisode finlandais. là. Non. Chris, je pense que c'est pire que ton épisode. Tiens, je peux le laisser une dernière fois. Au Kanchenjunga. Qui se conclut par la mort de 4 compagnons de cordée. Tu peux juste le refaire en regardant la caméra? Pour mon clip? Non. Ah! C'est ça qu'on va clipper. Qui se conclut par la mort de 4 compagnons de cordée. Il exige au même moment que sa femme et sa fille le rejoignent en Inde et fuit le pays quand la police vient enquêter sur un incident au cours duquel Crowley a tué 2 agresseurs. Il se réfugie en Chine d'où il renvoie son épouse et sa fille afin de partir à la recherche d'une ancienne maîtresse. De retour en Grande-Bretagne, en Grande-Bretagne, Celui-là est pas censé être dur, Papy Joe. Là. C'est pas censé être c'est le Grande-Bretagne. dentier qui se déplace. Il apprend la mort de sa fille d'une fièvre en Birmanie. Il en rend Rose responsable. Le couple a 2 autres filles avant de divorcer. Crowley dit avoir fait connaître ses adultères pour avoir les torts lors du procès. Ça me fait rire. Ça. Le gars, il dit « Ah, mais je t'ai trompé quelquefois, fait que... On est quitte. T'as tué ma fille, je t'ai trompé. » Ah, ça s'équivaut. Ça s'équivaut. Pendant tout ça, le 17 décembre 1904, il est fait maître maçon dans la loge anglo-saxon numéro 343 de la Grande Loge de France à Paris. Il est inscrit sur le tableau de la loge en date du 31 décembre 1904 sous le numéro 41210 de la Grande Loge de France avec le numéro 54 en ce qui concerne la loge. Il est inscrit en tant que poète et la loge existe encore. En 1909, Aleister Crowley renoue avec son travail ésotérique et occulte. Il publie le livre de la loi sur la communication reçu au Caire en 1904. Il publie aussi Liber 777 qui donne les clés d'interprétation du tarot selon la Golden Dawn. Il se rend dans le désert algérien en compagnie de Victor Benjamin Neuburg qui avait dansé dans la représentation du mystère d'Éleusis montée par Crowley, avec qui il met au point un système de magie sexuelle. Attention pour le nom, il appelle ça Magic. Mais c'est M-A-G-I-C-K. C'est spécial. Il fonde à la même époque l'Astrum Argentum, son propre ordre ésotérique inspiré de la Golden Dawn. Il se rapproche de l'Ordo Templi Orientis de Théodore Russe, une société ésotérique allemande qui pratique sa propre magie sexuelle. Aleister Crowley devient le maître de la branche britannique de cet ordre. Proche de l'Allemagne, Crowley s'exile aux États-Unis pendant la Première Guerre mondiale. Ses écrits pro-allemands lui valent une antipathie de plus en plus forte dans son pays. Il a dilapidé son héritage et vit de substituts versés par l'Ordo Templi Orientis. Il travaille à ses rituels de magie sexuelle. En 1920, Aleister Crowley loue une ferme à Céphalus, en Sicile, qu'il nomme Téléma, en référence à l'abbé de Thélème de François Rabelais. Il y forme de nombreux disciples. En 1923, comme la veuve du disciple Raoul Loveday porte plainte contre lui, Crowley est chassé d'Italie par le gouvernement de Benito Mussolini. Mussolini. Bro. Hey, c'est lui qui m'a fait apprendre c'est quoi le fascisme. Avant, je savais pas c'était quoi. Puis non, c'est pas bien le fascisme. Hein? C'est pas bien le fascisme. Non, c'est pas bien le fascisme. Mais l'Italie, c'est cool, par exemple. Oui, ça oui. Le journal britannique John Bull le surnomme alors l'homme le plus pervers du monde. Il fait régulièrement parler de lui par ses provocations. Il s'adonne à l'héroïne
dont la consommation lui inspire quelques écrits relatant les effets de la drogue en temps réel et mène une vie sexuelle débridée. Crowley prend la succession de Theodore Roos à la tête de l'Ordo Templi Orientis lors de la conférence de Weda et forme ses disciples parmi lesquels Karl Germer, Gérald York ou Israël Gerdadi. En 1929 à Berlin, il épouse brièvement. J'aime ça, il épouse brièvement. Ça n'a pas duré longtemps, hein? Non. Tu l'entends. La Nicaraguayenne Maria Teresa Ferrari de Miramar. Il revient au Royaume-Uni dans les années 1930 et y intente divers procès pour toucher de l'argent. Il poursuit un libraire qui a annoncé à tort la sortie d'un de ses livres, The Diary of a Drug Fiend, et l'éditeur du livre de Nina Hamed Loffin Torso, dans lequel elle insinue qu'il a pratiqué la magie noire à tellement, désavoué par ses amis, les récits de ses pratiques sexuelles et magiques jouant en sa défaveur, il perd ses 2 procès. Il est condamné à payer les frais de justice alors qu'il est ruiné. En 1936, il tombe amoureux de Greta Sequeira, une anthroposophe qui, j'allais dire anthropophage, mais c'est pas Il est ça. trop excité aujourd'hui, la bouche, elle suit pas. Je pense que c'est des mots qui sont durs. Une anthroposophe qui épouse un entrepreneur de Dundee. Par elle, il rencontre Lady Frieda Harris, qui sera son exécutrice testamentaire. Ensemble, ils conçoivent un tarot qu'elle illustre de ses aquarelles en 1942. Ce tarot divinatoire mélange diverses influences: magie occidentale, Golden Dawn, gnose bouddhiste, tantrique, chimie et freudisme. Crowley affirme que ce tarot est la suite du travail ésotérique d'Eliphas Lévis, dont il affirme être la réincarnation. Lévi était mort l'année de sa naissance, ce qui donnerait un lien logique dans la réincarnation. Son Book of Thoth, puis ouais, c'est vraiment Thoth. Est-ce que tu sais ça veut dire quoi, Thoth? Non, ça veut dire quoi, Tot? Mais il y a un terme sur Internet qui dit Thoth, c'est That whore over there. OK. C'est ça qui me fait rire, puis lui, il a appelé ça Book of Thoth en 1944. C'était avant son temps, là. Il a pas été chercher ça sur Urban Dictionary, lui. Il Non, connaissait ça. Il connaissait ça, c'était C'est une malade. réincarnation. Ben, c'est normal, là, je veux dire. Ça fait tellement de sens. Son Book of Thoth de 1944 est un commentaire des arcanes de ce jeu. Dans ces dernières années, Aleister Crowley demande à John Simon de travailler à sa biographie à partir de ses notes. Avec le dernier disciple, Kenneth Grant Sinop, travaille à la autobiographie de Crowley, intitulée ça j'ai la misère à dire. Auto-agiographie. John et Kenneth seront... Ça n'a pas été si pire que ça, celle-là. Non, celle-là, c'est ça. Tu m'as tout fourré! Seront ses exécuteurs testamentaires pour l'aspect littéraire. Installé dans une résidence hôtelière d'Aston, Aleister Crowley meurt le 1er décembre 1947 d'une crise cardiaque liée à une bronchite chronique due à sa forte consommation de drogue. Il était ruiné. Sa fortune au décès est estimée à 18 livres. C'est pas Ça a d'allure. 18 livres de quoi? les Les livres livres. sterling. Ah, OK. Dans le temps. On parle... On est dans Excuse-les, le là, temps, excuse-les. J'essaie de suivre, là. Il est incinéré à Brington et ses cendres sont perdues. C'est juste un stagiaire. Moi, je trouve que c'est une mauvaise excuse. C'est là, l'incinérer Brington. Ouais, c'est ça, ses cendres ont été perdues. C'est quand même 2 personnages que, encore aujourd'hui, dans les chansons, sont nommés. Et je vais les renommer à travers le restant. Parce que Enter, années 70... ou peut-être un peu avant. On va commencer un peu avant. T'sais, on va y aller en délicatesse. On va comme dilater, puis après ça, on va pénétrer. Vous êtes prêts? Ouais, let's go, ça part. Ça part? La plupart des débuts du rock n'étaient en réalité que légèrement choquants. Il y avait quand même le pouvoir exercé sur la jeunesse par
Elvis de Pelvis Presley. Faut que je la refasse, je suis pas capable. La jeunesse par Elvis de Pelvis Presley. Les éléments les plus antisociaux sont venus des voyous et des délinquants qui se sont accrochés au rockabilly. Mais il y a forte chance que ces jeunes aient volé des voitures et joué au dur, quel que soit le type de musique qu'ils écoutaient à l'époque. Au fur et à mesure que les années 60 avançaient, l'expérimentation musicale associée à la consommation de drogue et à un élément résolument plus sombres sont apparus au premier plan. Les Beatles semblaient carrément bien rangés à côté des Rolling Stones, qui se délectaient du rôle de bad boys internationaux, de baroudeurs, de combattants et d'icônes satiriques de l'excès sensuel. Ce n'est pas par hasard que les Stones ont retracé leur lignée musicale jusqu'à Robert Johnson et son infernal Delta Swamp Blues. Je sais pas si vous vous rappelez de Robert Johnson. En partie 1. Hein? En partie 1. Non, partie 1. Mais non, c'était pas lui. Moi, j'ai parlé de Timothy Johnson, qui est un bluesman Ouais. du Sud. Mais lui et Timothy Johnson et Robert Johnson, disons, moi, parce que je me suis relancé un peu plus à regarder, mais les deux, c'est pas un, c'est plus les historiens parce que les autres sont morts, mais certains disent que c'est Robert Johnson qui a copié Timothy Johnson, et certains disent que c'est Timothy Johnson qui a copié Robert Johnson. On ne saura jamais la vérité. Et ça, on en avait parlé dans partie 1. Moi, j'en avais-tu parlé? Je m'en souviens. Revenons aux Stones. Ont pris leur inspiration diabolique au sérieux, cultivant délibérément une image satanique allant du port de masque du diable dans des photos promotionnelles pour les albums comme Their Satanic Majestic Request et Let It Bleed. Les paroles du groupe explorent de manière ambivalente la toxicomanie, le viol, le meurtre et la prédation. Le tristement célèbre point culminant de ces flirts s'est révélé au festival en plein air d'Altamont Speedway le 6 décembre 1969, capturé par inadvertance sur film dans le documentaire en direct Gimme Shelter. Ce n'était que quelques instants après le début de la chanson Sympathy for the Devil, avant que l'enfer n'éclate entre des Hells Angels qui faisaient la sécurité et les membres du public, se terminant par le décès de Meredith Curley Hunter. Le coquin s'est approché de la scène et a été violemment chassé par les membres des Hells Angels. Il est ensuite retourné près de la scène, a sorti un revolver et, ce qui en suivit était logique, pas tant que ça. Il s'est fait poignarder et battu à mort par le Hells Angel Alan Passaro. Hey, c'est logique. C'est logique. C'est le côté, genre... C'est ça, ça a mal fini Ben, quand tu sais, même. il a quand même sorti un revolver. Ouais, au c'est Hells, ça, là. c'est ça, tu sais, On peut comprendre que la suite n'était pas douce. Mais logiquement, il fallait qu'il gagne tout le monde, là. Tu m'as eu. On ne saura pas qu'est-ce qu'il voulait faire. Est-ce qu'il voulait gonner les Rolling Stones? Est-ce qu'il voulait gonner les Hells Angels en avant? Je sais pas. Mr. Boule de gomme. Le chaos infernal et violent de l'événement à Altamont a clairement fait que le Peace and Love des années 60 ne survivrait pas à la transition vers une nouvelle décennie. Simultanément à l'ascension des Rolling Stones vers la renommée mondiale, d'autres groupes de rock anglais sont entrés en scène, apportant avec eux des éléments encore plus développés de l'occultisme et de la magie noire. Le Flower Power était une période de désespoir spirituel pour une vaste partie de la jeunesse en Grande-Bretagne et en Amérique, rejetant le christianisme de générations précédentes tout en recherchant quelque chose de plus fidèle à leur nature. En mêlant du mysticisme oriental et d'innombrables cultes et sectes, la mode occulte, largement en sommeil depuis les premières décennies du siècle, a commencé à se manifester largement. Ça va? Ouais. Parfait. Le magicien noir anglais, Aleister Crowley. On est là. On te suit, bro. On te suit, on te lâche pas. Fait que là, vous vous souvenez, c'est qui Aleister Crowley? Ouais. J'ai pas aimé l'attente, mais c'est correct. A maintenant atteint une influence et une importance plus élevées qu'il n'en avait jamais connues de son vivant.
À travers les films underground de Kenneth Anger. Et qui est Kenneth Anger? Kenneth Wilbert Engelmeyer, né le 3 février 1927 à Santa Monica en Californie, est un auteur, acteur et réalisateur américain qui œuvre dans le cinéma underground et le cinéma expérimental. Ne réalisant que des courts-métrages, il a produit presque 40 œuvres depuis 1937, dont 9 ont été regroupées sous le titre de Magic Lantern Cycle et forment la base de la réputation d'Anger comme l'un des réalisateurs indépendants les plus influents de l'histoire du cinéma. Ses films mêlent à des degrés divers le surréalisme, à l'homo-érotisme et à l'occultisme, et sont décrits comme contenant des éléments érotiques, documentaires, du psychodrame et du spectacle. J'étais allé voir, là, c'est vraiment hot qu'est-ce qu'il fait, puis il est encore vivant, le bonhomme. Le spectre de Crowley a commencé à peser lourd à la fin des années 60 et au début des années 70. Mick Jagger des Stones et Jimmy Page, guitariste de Led Zeppelin, j'espère que tu sais c'est quoi. Oh, ouais, là, ça va. Okay, Là, je suis. Ont composé les bandes originales des films inspirés par Crowley, Danger, du gars, Danger, là, Danger. Invocation of My Demon Brother et Lucifer Rising, dont les titres trahissent leurs préoccupations mystiques. L'intérêt de Page pour Crowley s'est développé à un niveau bien plus sérieux que le barbotage satanique des Stones. Sa collection de livres et de manuscrits originaux de Crowley est parmi les plus grandes au monde. Page détenait une part financière dans la librairie occulte d'Equinox, du nom du journal de Magic que Crowley a édité et publié en 1909 et 1914 à Londres. Et à un moment donné a même acheté l'ancien domaine écossais du Loch Ness de Crowley, Boleskine. La propriété a continué à perpétuer sa sinistre réputation sous de nouveaux propriétaires car les gardiens étaient confinés dans des asiles mentaux ou pire, se suicidaient pendant leur séjour là-bas. Les mauvaises vibrations sont venues avec le territoire. Pas tant que ça. J'ai checké, il y a juste eu un suicide par shotgun. Le gars, il a sucé le canon puis ça a mal fini. Puis un mari qui a juste oublié sa femme là aveugle. Fait que le gars du jour au lendemain il s'est poussé puis il a laissé sa femme aveugle là. J'aimais mieux quand tu disais il l'a oublié. Non, je sais, mais on le sait pas s'il l'a réellement oublié. Je pense Imagine. Il a jamais été retrouvé le monsieur. Imagine elle quand elle a fait la description. Ouais, mon mari. Ils l'ont jamais retrouvé eux autres non plus, tabarnak. Hein? C'est peut-être un problème de communication. C'est-tu lui avec vous sur la photo? Je sais pas. Dessinez-le-moi. Pointez-moi vers où il est allé. C'est méchant. Un peu. Je suis désolé. Moi, je trouve ça déplacé. Vas-y, Joe. Des images de la région de Crowley peuvent être trouvées dans les albums de Led Zeppelin, ainsi que des influences tirées du folklore païen anglo-saxon, nordique et de la mythologie des œuvres littéraires de Tolkien. Est-ce que tu sais c'est qui Tolkien? Ouais, c'est... Ben là, j'ai peur. À chaque fois, je dis oui, puis je dis de quoi? Je dis de la merde. Là. Non, à date, t'as été correct. Là. C'est Harry Potter? Non. Je suis pas loin. C'est quoi le rapport? C'est non! Tolkien, c'est lui qui a écrit Harry Potter. Ah, le Seigneur des Anneaux. Et la lumière se fut! L'étincelle d'intelligence a passé! Le spark s'est fait! Wow! Je sais pas loin. Ah ouais, genre juste quelques décennies, genre. 3, tu sais, je veux dire, le Seigneur des Anneaux, qu'est-ce que ça l'a influencé? Ah oui, genre toute la mythologie fantastique qu'on connaît aujourd'hui, dont Harry Potter. C'est ça que je disais, j'étais pas loin. Bon, laisse faire ça, continue. Ah, le stagiaire. Ah. Je pense qu'on a un nouveau clip.
S'il existe un groupe de rock de début illustrant les thèmes de base qui préoccuperont plus tard de nombreux groupes de black metal dans les années 90, c'est bien Led Zeppelin. Stephen Davis, auteur de la biographie de Zeppelin, Hammer of the God, remarque que la musique de la chanson No Quarter que Page a composée a inspiré Robert Plant à écrire des paroles avec des images provocantes qui démontrent Led Zeppelin en tant qu'escouade de la mort chevauchant les vents de Thor vers un terrible destin satanique. Mais je suis encore... Tu savais pas c'était qui Tolkien, là. J'ai de la misère. Le groupe a encouragé de telles impressions avec certaines de leurs bouffonneries, organisant une soirée de sortie de disques sous l'apparence d'une fausse messe noire. L'événement a eu lieu dans les grottes souterraines qui abritaient autrefois des rites similaires perpétrés par Sir Francis Dashwood et son débauché Hellfire Club 2 siècles plus tôt. À leur apogée, le groupe et Page, en particulier, connaissaient la valeur d'une mauvaise réputation, tout comme Crowley l'avait fait de sa propre génération. Les rumeurs qui en ont résulté allaient du pacte avec le diable signé par le groupe en échange du succès à des histoires d'expérience de Page avec la magie noire entraînant la mort du batteur John Bonham. Je suis allé vérifier qu'il est mort de quoi, John Bonham, et j'ai été un peu déçu. Il est mort de quoi? Le jeune homme de 32 ans, il sombrait peu à peu dans une dépression causée par l'éloignement de sa famille et les longues tournées aux quatre coins du monde avec Zeppelin. Il était peu à peu devenu un consommateur compulsif d'antidépresseurs et de drogues diverses. Après une soirée bien arrosée, il se couche pour ne plus se réveiller. Ça reste... Petite overdose. C'est ça. Au cours des dernières années du groupe, les anciens membres de Led Zeppelin ont tenté de minimiser leur intérêt envers l'occulte. Je pense qu'il a trop ri. Ça a descendu dans la vessie. La question de savoir si Led Zeppelin était en fait un groupe de métal est un sujet de débat, bien qu'il... Oh, je reprends ça. Okay. La question de savoir si Zeppelin était en fait un groupe de métal est un sujet de débat. Bien qu'il ait été les pionniers d'un son qui doit être reconnu comme tel dans ces moments, les plus tonitruants, mais Black Sabbath, il n'y a pas de doute, Sabbath a créé un son lent basé sur un rock plus blues, vacillant et sinistre qui convenait parfaitement à leur thème lyrique de folie, de guerre, d'aliénation. Le chanteur Ozzy Osbourne a été le pionnier d'un gémissement obsédant et le reste du groupe a fait peu d'efforts pour rester dans le sentiment joyeux qui flottait encore à cette époque de hippie crotté. La pochette... Qu'est-ce qu'il y a? Hippie crotté. Vous êtes bien haineux. La pochette de Sabbath a amené l'imagerie satanique à son apogée dans la culture pop dominante des débuts des années 70 avec l'étrange démon attaquant un drummer sur l'album Sabbath Bloody Sabbath. Je pensais ça, Black Sabbath, tu sais c'est qui? Ouais, je sais c'est qui. Ok. Je m'en dis pas de nommer une chanson. Ouais, c'est ça, Pas j'allais plus de dire. commentaires, là, je sais c'est qui. Ok, mais c'est ça mon autre question. Serais-tu capable de nommer une chanson? Non, je prends plus de chance, là. Ok. Jusqu'à la fin de cet épisode-là, j'affirme plus rien. Ok. Ben, si jamais quelqu'un te pose la question, on te demande si Black Sabbath a sorti une chanson, t'as juste à dire Black Sabbath. Ah, facile. De l'album Black Sabbath. Puis là, t'as l'air d'un connaisseur. T'as l'air d'un connaisseur, sens. c'est ça. C'est un nom de tune, un nom d'album. Même That's it. chose. Puis tu connais Ozzy Osbourne. Ouais, là, j'allais dire de quoi, là. Ben, vas-y. C'est pas... Non, laisse faire. Non, vas-y. Vas-y, on est là. Non, t'écoute. vous allez encore On rire de moi. t'encourage. Laissez faire. Ah, regarde, lui, là, qui est rendu qui a peur. Ouais, j'ose plus parler, là. Check la gasse. Ah oui, le stagiaire. Non. C'est le roi du silence pour la fin de l'épisode. Je vous boude. Ok, c'est bon. Bien que les membres du groupe parlent d'occulte et Ozzy Osbourne, plus tard dans sa carrière solo, ait écrit son propre hymne à The Great Beast avec la chanson Mr. Crowley,
Un regard plus étroit sur les paroles de Black Sabbath ne révèle aucune philosophie satanique sérieuse. Au contraire, il révèle une peur presque chrétienne des démons et de la sorcellerie. Le flirt de Black Sabbath avec le malin a filtré par leurs fans à travers les brumes de leur imagination et s'est cimenté avec le temps. Comme Led Zeppelin, l'image sinistre s'est installée et serait avec eux pour toujours. Tu offres ta création au monde, mais ce n'est pas tous les gens qui vont la percevoir de la même façon. Sans respect ou le soutien de la presse, Black Sabbath remplissait les arènes du monde entier, laissant sa marque sur les jeunes gens impressionnables qui voulaient se faire marteler les tympans dans ces rituels de son et de volume écrasants. Des groupes plus éloignés des projecteurs que Black Sabbath, tels que Black Widow et Coven, pourraient se permettre d'être encore plus obsédés par leur imagerie. Le sextet anglais Black Widow conçoit 3 albums de hard rock entre 1970 et 1972 et apparaît plus tard comme une note de bas de page dans les livres qui couvrent l'histoire de l'occultisme dans la culture pop. Je suis allé vérifier pour Black Widow. T'as rien trouvé? C'est fuck all. Il y a à part, tu peux écouter un peu de musique, là, mais sur leur histoire, même le Wikipédia, il n'y a pas grand-chose. Là. C'est ordinaire. Là. Ils ont fait des affaires sataniques. OK. C'est tout. Ils n'ont rien précisé. Ben, j'ai quelques petites précisions ici. Le refrain chanté de leur chanson Come to the Sabbath évoque des images de leurs concerts. Tu Il t'a pas piché. Il a pas lancé celle-là. Tu sens mieux? Ouais, il me bon. semble que c'est ça le concept, là. C'est bon. Ben, dis, des fois, il faut faire changement d'envie. Oh, c'est correct. Le refrain chanté de leur chanson Come to the Sabbath évoque des images de leur concert qui comportaient un faux sacrifice rituel dans le cadre du spectacle. Au-delà des récits sommaires de tels événements et des quelques enregistrements et photos qu'ils ont laissés derrière eux, Black Widow reste enveloppé de mystère. Sont plates. Coven est tout aussi obscur, mais mérite une grande attention pour son album ouvertement diabolique Witchcraft, Destroy Mind and Reap Soul, présenté dans une pochette avec les 3 membres du groupe et leur regard de possédé. À l'intérieur de la pochette, on fait allusion à une véritable messe noire, montrant une photo avec une fille nue comme autel vivant. Puis j'étais allé voir, puis c'est vraiment la fille, tu vois tout. L'emballage a sans aucun doute causé de la consternation au service promotionnel de Mercury Records, le label majeur qui l'a sorti, et l'album est rapidement tombé dans l'oubli. Aujourd'hui, il va chercher de grosses sommes auprès des collectionneurs, manifestement plus à cause de son impression bizarre que pour toute autre raison. Les chansons elles-mêmes sont du rock standard de la fin des années 60, pas très éloigné de Jefferson Airplane. L'infusion d'un satanisme éhonté dans les paroles et les illustrations de l'album compense son manque d'impact musical fort. En plus des pistes normales, l'album se termine par une messe satanique de 13 minutes. La couverture intérieure avertit. De notre connaissance, c'est la première messe noire enregistrée. Nous ne recommandons pas l'écoute à des gens qui n'ont pas étudié la magie noire ou qui ne connaissent pas les risques que cela pourrait engendrer. Il y a quand même un avertissement, je trouve ça drôle. Coven comprenait la jolie chanteuse Jinx, ainsi qu'un homme du nom d'Ozzy Osbourne qui n'avait aucun lien avec le chanteur britannique Ozzy. C'est un fait cocasse, je trouve. Dans une tournure accidentelle supplémentaire, le premier morceau de l'album Coven s'intitule Black Sabbath. L'album Witchcraft est sorti 1 an ou 2 avant les débuts éponymes de Black Sabbath en 1970. Mais les liens cachés qui existent entre les deux font l'objet de spéculations. À l'instar de leur homologue anglais dans Black Widow, Coven a conçu un spectacle en direct qui met à l'épreuve de nombreux groupes sataniques modernes, un mélange de rituels sataniques et de performances théâtrales de l'équipe technique.
Après leur début scandaleux, Coven a enregistré quelques autres albums de labels majeurs. Le diabolisme s'atténue drastiquement à chaque sortie suivante. L'histoire a persisté pendant un certain temps. Il y a une histoire qui a persisté pendant un certain temps, un Woodstock satanique planifié au début des années 70 où Coven devait jouer... Bonne idée. où un Coven devait jouer en prélude à un discours d'Anton LaVey. Est-ce que... Non, toi, t'étais pas là, mais... Est-ce que tu te rappelles qui est d'Anton LaVey? Anton LaVey? Là, non. Vite de même, non. Non, c'est correct, je vais revenir dessus au prochain. Cette rumeur est vérifiée dans le livre d'Arthur Lyon, The Second Coming, Satanists in America, plus tard révisé et réédité sous le titre de Satan Want You. Lyon a voyagé avec LaVey à Détroit où le festival devait avoir lieu à Halloween. Penses-tu, excuse-moi, je te coupe encore, mais penses-tu qu'il s'était fait une pancarte avec Satan qui est pointe de même? Mais ça aurait été cœur, hein? J'ai checké voir s'il avait commencé les publicités, mais ouais! Ça aurait été bon, genre je m'en souviens pas, c'était la Deuxième Guerre mondiale, les America Want You, ça aurait été cœur, hein? Lyon a voyagé avec LaVey à Détroit où le festival devait avoir lieu en Halloween pour trouver le spectacle annulé en raison d'une controverse. Coven a réussi à donner son spectacle complet de Black Mass dans une boîte de nuit de Détroit le soir suivant. Ce qui l'a effrayé De quoi? Black quoi? Black Mass. Black Mass? Ouais, le concert s'appelait le complet de Black Mass. OK. C'est comme un autre terme pour mess, mais je pense que c'est en anglais. Black Mass? Ouais, ben peut-être, mais là, c'est en anglais. Correct. C'est correct. Je savais juste pas sûr que j'avais bien compris, c'est tout. Non, là, je sais pas. Non, le soir suivant, c'est... Ah, OK. Lyon, le soir même du spectacle, ce qui l'a effrayé, c'est voir Timothy Leary sur l'acide parmi les spectateurs. Timothy Francis Leary, ardent né le 22 octobre 1920 et décédé le 31 mai 1996, était un psychologue et auteur américain connu pour son ardent plaidoyer en faveur des drogues psychédéliques. Les évaluations de Leary sont polarisées, allant d'un oracle audacieux à salope en manque d'attention. Ben, c'est à cause... Ça, je l'ai traduit, puis c'était le... Ah, je m'en souviens plus, c'était quoi? Honte. Non, je m'en souviens plus, c'est pas grave. C'est une pute en manque d'attention. Il était un héros de la conscience américaine selon Alan Jimberg, et Tom Robin l'a qualifié de courageux neuronaute. Fait que c'était un bonhomme qui a peut-être pris un peu trop de drogue. Et l'autre, ça l'a marqué de le voir danser sous l'acide. La seule reconnaissance du groupe est venue des années plus tard avec le single inattendu One Tin Soldier, dont certains, comme on pouvait s'y attendre, spéculaient que c'était le résultat de leur pacte avec le prince des ténèbres qu'il avait autrefois si audacieusement reconnu. Malgré l'obscurité de Coven, l'album Witchcraft était assez frappant pour être découvert par certains des plus importants musiciens sataniques de ces dernières années, illustrant un autre maillon dans le continuum de la musique démonique au fil des décennies. That's it. Et prochaine étape, ouais. Là, il va y avoir de la cocaïne, parce que là, on va être des années 80. Tu sais, les grosses épaulettes là, qui mettaient en mousse là, de même. C'était beau, ça. Je suis un général de la Fashion Model Association. Oh, it's fun, j'ai hâte. C'est sûr. Ça, c'est que c'est le fun. Il est bon, narrateur. Ah ouais. Non, je pense il est excité aujourd'hui, par exemple. La bouche, elle suivait pas l'excitation, mais c'est pas grave. Moi, j'ai eu bien du fun. Toi, le stagiaire. Moi, j'ai capoté. Ouais. J'ai appris plein d'affaires. Ouais. Ouais, moi, j'ai tout le temps pensé que c'était Harry Potter, puis c'est pas Harry Potter. Puis là, je capote, je vais me coucher moins niaiseux. Ah, s'il vous plaît, arrête ça là-dessus, je suis plus capable. On peut pas arrêter ça là-dessus, stagiaire. Yes. Est-ce que tu nous plugues? Oui, on peut nous suivre sur tous les réseaux sociaux. En parlant dans ton micro. Ah ouais, ça irait mieux, hein? Ouais. Là, je suis tout excité. Là, c'est mon tour de parler. Mais ouais, on peut nous suivre sur Facebook, Instagram, le site de dubruitamesoreilles.com.
Twitch, on diffuse régulièrement sur Twitch, hein, tous les Ouais. mardis, jeudis, puis un peu Pas plus mal, même. Ouais, des fois. Là. Ben, Ouais. pas toutes, là, mais quasiment toutes les semaines. Ouais, mais là, on a eu un petit coup de mou. Là, Ouais, là. ouais, c'est ça. Ben là, Ouais. c'était décembre. Là. Ouais, Ça puis descend. t'as enregistré genre 32 épisodes en 2 jours. Là. T'es un malade. À peu près ça, sérieusement. C'était beaucoup d'épisodes en si peu de temps. Ah, j'ai fait. Ouais, ça, la semaine passée, j'ai enregistré. Pas la semaine passée, l'autre semaine d'avant. Je pense que j'ai enregistré 8 épisodes en 6 jours. Là. C'est de fucké. Ouais, c'était une bonne ride. C'était une bonne ride dimanche. Pour ça, tu sais, qu'on a pas eu du crime à mes oreilles, là, 2 semaines. Il y a eu d'autres raisons, mais Ouais, c'est ça. mais il y a eu ça aussi. Ça n'a pas aidé. Yes, fait que c'est ça Ouais. que tu disais, les réseaux sociaux. Exact. Twitch. Ouais. Après, Ben, je sais pas, je t'ai rendu où il me manque quoi? dupremiesoreilles.com. Je l'ai dit. Je sais pas, c'est pas. Tu le réécouteras. All right. Bonne semaine tout le monde. Yes. Bonne semaine, Bye. Papy Ciao, Joe. là. Merci. Et ça va pour le générique.